Est-ce que tu as eu des moments de doute quand même dans ton parcours à te dire est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction là? Ah non, moi j'ai jamais eu aucun doute dans ma vie. Autour d'un pancake. Bienvenue dans cet épisode de Autour d'un pancake, le podcast où on mélange douceur, discussion profonde et un soupçon d'humour comme une bonne pâte à crêpes. Aujourd'hui, j'ai partagé le micro et quelques éclats de rire, vous l'aurez entendu, avec Aurélien Darbelay, compositeur et chef d'orchestre, un homme aux idées qui fusent, aux projets qui bousculent et à la sagesse parfois inattendue entre deux blagues. On a parlé de création, de sens, d'envie et un peu de pancake aussi, évidemment. Bref, un épisode aussi savoureux qu'inspirant. C'est parti. Autour d'un pancake, parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Salut Aurélien. Hello Sylvie. Tu peux nous expliquer ton parcours? Comment t'en es arrivé là où tu en es maintenant? Oh, vaste question. Alors, j'ai commencé par étudier justement, vu qu'on est à Saint-Maurice. J'ai fait le collège ici à Saint-Maurice. J'ai étudié latin-grec. L'idée, c'était de me lancer un peu dans les lettres. Et puis la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais c'était pas au premier plan dans un premier temps. Alors j'ai étudié la philosophie après à l'Uni à Fribourg et la musicologie en deuxième branche. Et puis j'ai assez vite remarqué que c'était pas vraiment ça qui me parlait le plus, dans le sens où j'adorais, mais je me voyais pas continuer là-dedans. Parce que je voyais difficilement les débouchés. Et puis je sentais que j'avais une date de péremption qui arrivait assez rapidement si je continuais là-dedans, si je puis dire. Ok. Et du coup, j'ai fait un peu la transition par des cours au conservatoire sur la direction d'orchestre. Dans un premier temps, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et j'ai fait un master ensuite. Après ces cours de direction, j'ai passé en pro. Et master de direction pendant 3 ans à la Haute École de Lausanne, site de Fribourg, chez Jean-Claude Colly. Et puis, dans un dernier temps, là, je viens de finir, j'ai fait un deuxième master en composition contemporaine à la Haute École à Berne. Et puis, je pense que là, j'ai fait assez le tour des études. Je fais volontiers une pause. Et du coup, ça m'amène un petit peu dans cette position que je suis actuelle, donc chef dans plusieurs sociétés sur plusieurs cantons. Et puis, compositeur dès que l'occasion se présente. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ouais, en fait la musique c'est ça que je veux faire, c'est de ça dont je veux vivre? Ouais, j'ai toujours adoré faire de la musique. J'ai joué dans des fanfares pendant longtemps. Ça a été difficile aussi d'arrêter, mais bon, avec les activités de chef et de compositeur, j'ai dû arrêter de jouer. Ça, c'était quelque chose. Il a fallu faire un choix. Alors maintenant, je le regrette pas, mais c'est vrai que quand j'y pense, des fois, ça fait un petit pincement au cœur. Ok. Et puis je jouais aussi beaucoup dans des groupes quand j'étais ado, du coup plutôt rock ou metal, et ça c'est quelque chose que j'avais adoré faire. Et à ce moment-là, j'ai envisagé, comme t'envisages quand t'es ado, pourquoi pas faire une carrière dans le rock, tu vois. Ah oui, oui. Et j'y voyais pas vraiment quelque chose de sérieux, mais j'avais vraiment cette ambition quand même importante. Alors, j'étais pas soutenu par mes parents. Peut-être à raison. Mais... Bon, si jamais, ça peut encore arriver. Oui, bien sûr. On peut en parler après, mais c'est vrai que j'ai essayé de revenir à ça souvent. Ok. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé des gens vraiment qui étaient intéressés à monter un projet sérieux. À se voir toutes les semaines et construire vraiment une carrière. Que ce soit rock ou metal ou quoi que ce soit. Parce que j'adore tous les styles. Et puis du coup... Je dirais que la question de savoir quand je voulais vraiment faire de la musique, c'est venu un peu à l'armée parce que j'ai eu l'occasion, j'étais en musique, j'ai eu l'occasion de diriger vu que j'étais sergent, quelques bribes de pièces, c'était vraiment très parcimonieux. Mais ça m'a quand même donné le goût de diriger. Et puis quand j'ai fait l'Uni juste après, ça s'est gentiment construit. Besoin de diriger de la musique. Et puis la composition, je dirais que ça a commencé en même temps que mon groupe quand j'étais ado. J'ai écrit un album complet de chansons. Aucune n'a été jouée, malheureusement, même pas en répétition, rarement. Ok. Voilà, après c'était des petits essais et je les ai encore. Des fois je les recycle, j'ai besoin d'idées. Ok. Mais c'est vrai que là je me suis dit la composition c'est quelque chose qui me parle. La direction c'est venu quand je l'ai faite, vraiment quand j'ai fait l'activité. Je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai dû énormément travailler. La composition aussi, mais assez vite je me suis dit c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. La création en fait en général. Et puis je parle de musique, mais ça pourrait être un roman, parce que j'aime bien écrire aussi, ou n'importe quoi d'autre artistique. Ouais.
créer quelque chose, quoi. C'est la création en général, ouais. Ouais. Et tu disais, ta famille t'a pas forcément soutenu dans ce domaine musical, en tout cas au début. Après, ça a changé? Oui, alors je te disais ça pour l'aspect rockstar. Ouais. ça leur parlait pas, non. Après, mon père a toujours été dans la musique. Donc lui, il a joué à la fanfare toute sa vie, il joue encore. Et il a dirigé des ensembles dans la région, des fanfares. Et du coup, lui, c'est quelque chose qui lui parlait. En fait, avec mes frangins, on s'est réparti un peu les activités de mon père. Parce que il était menuisier dans un premier temps. À côté, il faisait un peu de direction d'orchestre. Ouais. Et puis, il a fini avec la ferme, donc paysan. Et il fait encore ça aujourd'hui. Et puis, mon deuxième frangin est paysan maintenant. Il a repris le domaine. Troisième frangin est menuisier. Ok. Patron d'entreprise, menuisier. Et puis, moi, je suis chef d'orchestre. Voilà, on a fait le tour comme ça. C'était quoi la question déjà? C'était savoir si ta famille te soutenait maintenant. Ah oui, après oui. Du coup, ils m'ont soutenu aussi quand tu vois que ça marche. Ça aide. Oui. Direct là, ils se sont dit, ok, il y a quand même un potentiel. Oui. Puis je l'ai fait de manière très sérieuse aussi, donc je pense que ça les a rassurés. Mais t'as eu alors plutôt un mentor ou une œuvre qui t'a marqué aussi, qui te disait, malgré tout, je tiens bon et je vais dans cette direction? Je dirais que j'ai eu des mentors, ouais. Je sais pas s'ils se sentaient dans ce rôle de mentor, mais moi je les ai pris un peu comme des mentors. Mais c'est pas forcément dans la musique. Okay. Il y en a clairement dans la musique. Mon premier prof de direction, c'était Maurice Denet-Monet. Il m'a donné des cours privés. Donc un gars du coin, et il habite Morgin, encore maintenant. Et lui, je l'ai toujours vu comme un mentor parce qu'il avait 3 ans de plus que moi, je crois, mais il a toujours eu une avance, je trouve, dans ce milieu-là, une réflexion aussi hyper intense comme personnage, et ça m'a toujours vraiment parlé. C'est très inspirant, enfin une personne très inspirante vraiment. J'ai aussi mon deuxième prof du coup de direction, Jean-Claude Colli, qui était mon prof en master. Et lui, c'est vraiment une personne qui m'a dit, t'es capable de faire quelque chose, et là ça aide. Et puis je te parlais de mentor qui était pas musicien, et c'est venu encore plus tôt, ça c'était au collège. Justement, j'ai eu, je dirais 2-3 profs qui m'ont dit des trucs qu'on m'avait jamais dit avant. Ouais. Et c'est assez simple finalement, c'est juste qu'ils m'ont dit t'es capable. C'est pas tout ce que tu fais, y a pas que du mauvais, tu vois. Ouais. J'étais pas un très bon élève. Je bossais pas tant, enfin je faisais plus de temps sur la musique justement que sur mes devoirs. Et puis de temps en temps, il y a un truc qui me passionnait et j'essayais de me donner pour un devoir ou un cours comme ça. Et puis là, c'est des gens, pour la première fois de ma vie, ils m'ont dit c'est bien en fait. Ouais. Et ça, pour un ado, ça change tout. Oui. Et je crois qu'on oublie des fois de dire bravo. Que c'est bien. Ouais, bravo. Ouais. Bravo, enfin, c'était pas incroyable, mais c'est ok, tu vois, c'est bien, tu continues. Oui. Ça te met sur la bonne voie en tout cas, de te dire j'arrive, je suis capable de faire ça. Exactement. Ça encourage du coup. Ouais. Et puis mon prof de direction en master a un peu fait la même chose. Et puis on s'est pris quand même d'amitié, donc ça a fait une longue relation parce que je l'ai eu 2 ans en cours avant le master, pour préparer justement cette entrée en pro. Et puis encore 3 ans pendant le master, donc 50 cours avec lui au total. Et puis ça crée une relation assez forte. Surtout que c'est un prof qui est très... il aime le côté personnel, tu vois. Il est investi. On a des cours individuels et puis là on creuse aussi le côté... on parle vraiment de notre expérience, on creuse le côté social des ensembles. Ouais, ça c'est quelque chose d'hyper important. Et la musique, donc, c'est un métier qui est artistique. La création, elle est très différente d'un artiste à l'autre. Il y a des gens qui ont l'inspiration qui leur tombe dessus un peu à n'importe quel moment. Ça peut être au milieu de la nuit ou pendant le week-end. Enfin, il n'y a pas d'horaire pour dire à ce moment-là, je suis créatif. Mais il y en a d'autres qui disent quand même que il faut créer, oui, mais j'ai un mandat, donc il faut quand même que je me mette à bosser à un moment donné. Donc je me fixe des horaires et puis je sais qu'à ces horaires-là, je bosse. Tu fonctionnes comment, toi ? Alors... c'est vrai que ça me tombe rarement dessus. Ok. Comme ça. En fait, pour le montrer, je dirais que j'ai assez des exemples en tête assez clairs de moments où j'ai une idée et j'ai dû me lever pour l'écrire. Ok. Sinon, il faut vraiment que je me mette au piano, que je travaille, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de bon, que je considère comme bon. Et puis, c'est vrai que après, j'ai beaucoup de j'ai de la chance, j'ai pas mal de commandes. C'est vrai que du coup il faut bien planifier la chose et je me mets en général d'abord à réfléchir pendant des mois
Donc, si j'ai le temps, ça dépend la période. Le délai. Ouais, le délai, exactement. Et si j'ai l'occasion, un peu comme Joël Dicker fait avec ses romans, en tout cas, il en parle dans un roman, je sais pas si c'est sa méthode, un de ses personnages de roman fait ça, il réfléchit pendant des mois. Et il y a un autre personnage justement qui lui dit mais en fait, tu fous rien de la journée parce qu'il se promène. Et puis en fait, il réfléchit à son roman, il le construit mentalement. Oui. Et ça, je fais aussi. Ça peut prendre 1, 2, 4, 6 mois, même une année si j'ai vraiment de la chance, mais ça c'est très rare. Et puis quand cette période-là est passée, je me mets sur mon piano en général à écrire. J'ai des petits brouillons. Et j'écris tout ce qui me passe un petit peu et qui va dans la direction de ce que j'ai un peu déjà réfléchi. Et après cette période qui peut durer aussi 1 mois, mais des fois j'ai pas le temps et des fois c'est qu'une semaine, des fois c'est 1 jour. Ah oui. Ouais, ça c'était un peu violent, mais j'ai un exemple, c'était juste une journée. Ok. Je trie après ça, donc je vais garder que ce que je considère comme bon. Alors là c'est assez cruel parce que des fois j'ai plus rien qui me reste, je trouve qu'il y a rien qui vaut la peine. Et ça c'était terriblement subjectif parce que si c'était toi à ma place, tu dirais ouais, ça non, en ça fait c'est bien. super. Ouais. Toi tu pourrais travailler une idée que j'ai trouvée mauvaise et puis faire un chef-d'œuvre. Donc là c'est juste personnel. Je trie jusqu'à ce que je trouve une idée qui corresponde à un concept que j'ai réfléchi en amont. Oui. Et après cette période, je vais commencer à écrire des plus longs passages, toujours en brouillon. Je vais gentiment me passer sur l'ordi avec mon programme. Alors j'écris vraiment des plus longues lignes. J'essaye de trouver un tout peu une structure plus claire. Répartir, si on parle de musique, un peu plus tonale, donc musique, on écoute un peu plus ce qui passe à la radio, même si c'est un ensemble instrumental. On réfléchit un peu de la même manière. Il faut trouver une structure qui tienne la route. Qu'est-ce qu'on met comme thème, à quelle partie, voilà, ça se construit comme ça. Ouais, donc c'est un gros job, quoi. C'est pas le truc où tu te dis en une journée t'as pondu ton truc, quoi. Non, alors il y en a qui sont comme ça, ouais. Moi, pas du tout. Ok. Non, je galère du début à la fin. Des fois, il y a un passage, tu sais pas pourquoi c'est miraculeux, ça tourne très vite. Ouais. Et très vite, c'est couché sur le papier. Mais moi, non. Et puis, c'est vrai que je galère autant dans la phase de réflexion. Même si j'ai quelques idées que j'ai gardées parce que je note tout sur des calepins, pas oublier une bonne idée, jusqu'à la phase d'orchestration où là il faut distribuer les voix aux différents instruments. Oui. Là c'est vraiment des heures de job. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que t'es hyper perfectionniste aussi? Oui, alors et souvent je vois que mes pièces que j'ai fait il y a 2 ans, elles passent encore. Celles que j'ai fait il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, je peux plus me les écouter. Ouais, Vraiment, ouais. Je les aime plus du tout. Donc ouais, il y a ce côté où j'évolue aussi, ça c'est positif. Finalement, c'est des œuvres qui racontaient quelque chose de moi à cette époque et je veux pas les supprimer parce que je suis plus en accord avec. Ouais. Ça reste ce que je faisais de mieux à ce moment-là. Donc, il y a une évolution quand même, on peut dire positive. Je sais pas s'il faut voir ça comme une hiérarchie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe de construction ce soir. Et puis je vois que mes pièces je les aime à ce moment-là, alors il faut que j'en profite quand elles sortent. Et après, je sais que quand je reviendrai dessus, il y a potentiellement une chance que ça soit moins... Ouais, je sois plus en accord. Moi, je suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Oui. Et encore moins qu'il y a 10 ans. Heureusement. Oui. D'un côté. Mais c'est vrai que du coup, je m'y retrouve plus forcément. Ouais. Je les vois comme une des pièces soit des essais. Les toutes premières pièces, c'est vraiment... tu tentes à l'exercice. Il faut bien commencer quelque part. Et puis après, malheureusement, ou heureusement pour moi, à l'époque, j'ai été édité sur ces pièces. Oui. Et malheureusement aujourd'hui, parce que j'en ai un peu honte, quoi. C'est le premier... Ouais, je dis ça parce que je trouve que c'est pas abouti. Ouais, mais bon, comme tu dis, c'était ce qui correspondait au mieux de ce que tu arrivais à faire aussi avant toutes tes formations. Entre deux, t'as appris beaucoup de choses. Tout à fait. Et il n'y a pas la même expérience. Et c'est aussi positif, c'est sûr. Et puis c'est vrai que il fallait passer par là, je crois. Il n'y avait pas le choix. En tout cas, moi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont commencé tôt, parce que je suis arrivé quand même assez tard sur le milieu. J'ai commencé à composer, c'est sûr, des petites choses pour rock, pour groupe de rock à 15-16 ans. Ouais. Donc ça, c'est allé. Mais après, quand je me suis vraiment mis à l'orchestre avant, c'était à 20 ans, 22 ans. Premier vraiment essai, on peut appeler essai. Ouais. Ils sont allés jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu tard. Même la direction d'orchestre, je suis arrivé très tard, à 23 ans. Il y en a qui commencent à 10 ans. Ah ouais. Poussés par leurs parents. Et il y a plein d'exemples historiques aussi, comme Mozart qui commence dès qu'il est né. Ouais.
Et puis à 6 ans, il fait des tours d'Europe parce c'est un singe savant un peu qui est traîné par son père à droite à gauche. Moi, j'ai pas eu ça. Mes parents, ils étaient pas du tout dans le concept de se servir de moi. Je suis aussi content. Oui, quand même. T'as pu avoir ton enfance, c'est bien. Exactement. J'ai eu une enfance heureuse. C'était super. Mais du coup, la contrepartie, c'est que j'arrive tard sur le milieu. Ouais. Et puis, mon expérience, que je trouve maintenant, je peux faire quelque chose de solide et en fait de maîtriser de A à Z, ce qui n'était pas le cas avant. C'est maintenant, je dirais. Oui. J'ai 33 ans. Je dirais depuis 30 ans, ça commence à tenir ensemble. Mais avant, en fait, t'as une idée et tu la pousses un petit peu comme ça vient et des fois ça passe, mais en fait tu sens, moi je sentais, même si j'étais pas capable de faire mieux, je sentais que je maîtrisais pas tout. Ouais. Et des fois j'étais un peu chanceux. Et t'as une idée qui passe bien, la plupart du temps, moins. Ok. Voilà. Bon, après, à 33 ans, t'as encore une longue carrière devant toi. Regarde John Williams, il a passé 90 ans, il est toujours... Oui, c'est sûr. Ouais, je pense toujours à ces exemples des gens qui sont venus tard, célèbres. Ouais. Rousseau, à 50 ans, la personne la plus connue. Mais juste avant, jamais entendu parler. Ouais, c'est ça. Mais après, je cours pas après la célébrité, mais c'est plutôt pour moi. Juste mes pièces, j'aime les regarder comme cette progression, ce côté où je fais pas des choses à la va-vite et je peux vraiment dire ok, bon, même si j'avais moins d'expérience, c'est quand même quelque chose que j'ai fait avec cœur. Et oui, peut-être un côté perfectionniste. Faut l'avouer. Oui. Et c'est quoi alors aujourd'hui ta pièce préférée ou l'œuvre que t'as composée qui est ton petit chouchou, si t'en as un? Dans ma production? Oui. C'est une bonne question. Ça, je saurais pas dire. Tu sais pas. Alors, je sais des œuvres où j'ai adoré travailler dessus. Après, je sais pas si j'aime les écouter. Ok. Ouais. J'ai adoré travailler sur une œuvre récemment que j'ai fait pour Lide, mon village d'origine, pour le chœur, la fanfare, le brass band de Lide, et puis les cloches, le carillon. Vraiment les cloches d'église. Ouais, excellent. Donc j'ai un ami, Elie Darblay, qui a justement commandité tout ça, qui est carillonneur. Ok. Et lui, il avait vraiment envie de mélanger un peu ces cloches avec d'autres styles, et puis surtout ouvrir un répertoire pour cet instrument. C'est assez complexe, du coup tout sera enregistré en studio, c'est impossible de le faire en live. Ok. Mais je me suis beaucoup amusé à faire cette pièce. Et là, ils sont en train de répéter, il y a des bons feedbacks, donc je suis très content. Ok. Et il y a d'autres pièces que je suis vraiment un petit peu plus... je sais pas que je suis déçu, mais en fait, ça a été tellement dans l'urgence que j'aimerais tellement revenir dessus à l'époque, avoir 2 semaines de plus, puis faire quelque chose d'un peu plus solide. Ouais. Alors, il y a des pièces que j'ai complètement disparaître, entre guillemets, parce que si je les enlève de mon site internet, comme tu sais, plus personne ne sait qu'elles ont existé. Oui. Et ça me va très bien comme ça. Ok. Parce que j'avais fait une pièce qui elle a eu un 2e prix. C'était pour Ensemble Pierrot, donc 6 instrumentistes, on peut dire. Et j'avais fait cette pièce vraiment dans l'urgence. Je l'avais envoyée à un concours sans vraiment y croire. Puis j'y croyais moyennement déjà au moment de la composer. Et puis aujourd'hui, vraiment, c'est une catastrophe. La structure va pas, les idées sont pas abouties, l'orchestration est un peu moyenne. Ouais. C'est un peu vide, en fait, parce que j'aime quand même pouvoir passer du temps sur ces pièces. Ouais, donc, après, est-ce que j'ai une pièce préférée? J'aime bien, tu sais, j'ai composé une pièce qui s'appelle Dark is the Horizon. Et puis celle-là, elle a été primée à Lugano. J'ai eu la chance, j'ai envoyé un concours et j'ai eu de la chance d'être pris. Alors, elle a été composée dans une période un peu plus sombre. C'est moins le côté que j'ai eu plaisant, comme je le disais. Ouais. Mais par contre, il y a certains passages que encore avec un certain plaisir. Ok. On dira. d'apprécier ses propres créations. Oui, c'est sûr. En général, des fois, on est sur un peu à siffler un bout
de mes compositions. Je suis là, mais ça va, mais t'as craqué complètement. Le gars, le melon, quoi. Mais non, c'est juste parce que tu fais des belles choses, forcément. Non, je pense que tu travailles avec, tu restes avec pendant des jours et des jours. Au bout d'un moment, c'est ancré. Ouais, ça s'ancre. Ouais. C'est comme les pubs qu'on écoutait quand on était gamin à la télé, puis aujourd'hui, tu les as toujours dans un coin de ta tête qui ressort tout à coup, tu sais pas pourquoi. Donc voilà. Exactement. C'est là. Et donc, on a parlé aussi du fait que tu faisais de la direction d'orchestre. Là, tu dois aussi gérer le côté plus social. Il y a des gens de l'autre côté, il y a des projets. C'est aussi une part intéressante de ton travail. Oui, j'ai besoin des deux. En fait, j'ai remarqué au Covid, pendant la crise, on ne pouvait plus jouer ensemble. Du coup, je faisais que de composer, ce qui était super. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais assez rapidement, je dirais après 2-3 semaines, j'ai remarqué que il y a quelque chose qui me manquait. En fait, je voyais personne. Ça me faisait déprimer. En plus, on n'avait pas vraiment le droit de sortir au tout début du Covid quand c'était vraiment très strict. Ça m'a beaucoup affecté. Et j'ai remarqué à ce moment-là que j'avais besoin du côté social des ensembles. Même si, il faut être honnête, c'est très dur à gérer. Oui. J'ai beaucoup de plaisir. C'est à chaque fois un défi que je relève si bien que je peux. Mais les groupes, en plus, j'ai choisi d'avoir des ensembles très différents. Soit dans la moyenne d'âge, soit dans le répertoire joué, soit dans les objectifs. Oui. C'est vraiment... J'ai eu... jusqu'à l'année passée, j'avais 4 ensembles à l'année et des projets à côté. Et c'est vrai que ça part dans tous les sens. Et t'as des attentes complètement différentes face au chef. T'as aussi des pressions qui sont mises énormes sur mes épaules, mais pas dans tous les ensembles. Il y a d'autres ensembles, c'est plutôt le contraire. C'est moi qui mets un peu trop de pression sur les musiciens parce que j'attends un résultat musical, puis eux ils sont là pour se faire plaisir, être ensemble. Notamment les petits ensembles de villages que j'ai pu diriger ou que je dirige encore. Il faut que je fasse attention. Et c'est dur pour moi de faire la part des choses. De temps en temps, je suis encore dans la répétition du brass, qui est un ensemble fait pour les concours. Ce qu'ils veulent, c'est la compétition. C'est plutôt sportif que artistique. Et du coup, eux, je leur mets jamais assez de pression pour eux. En général, c'est ce qu'on me reproche. Et puis de l'autre côté, des ensembles que j'aimerais quand même pousser quelque part. Faire évoluer. Avoir un résultat musical. Eux, ils trouvent que je demande trop. Voilà, alors j'essaie de trouver le juste milieu. Surfer là au milieu. C'est ça. Et en plus, comme je te disais, moyenne d'âge, j'ai aussi des ensembles comme un orchestre à Belp. Là, on a plutôt des retraités, à moyenne d'âge assez haute. Et il faut aller doucement, il faut jamais élever la voix. Parce que, ils sont... Je dirais, ils sont plus là pour souffrir. Ils viennent là pour se faire plaisir. Ils pourraient faire complètement autre chose, partir pendant 6 mois s'ils veulent, mais ils sont là chaque semaine et au taquet. Ça, vraiment, il faut leur laisser. C'est vrai qu'on peut pas exagérer dans cet aspect de le répertoire. On joue du répertoire. Il faut que la qualité elle soit là. Après, on joue du Beethoven et on le joue comme on peut. Et des fois, c'est dur pour le chef. C'est ce qu'il faut juste accepter. Voilà, il faut relativiser. Alors ça, je fais souvent. Ma copine, elle m'aide aussi à dire non, attends, prends du recul. Et puis dès que je peux, je prends du recul. Et je me remets en question. C'était quoi le début de la question? J'étais en compétition. Non, c'était très bien, c'est très bien. Non, moi je te suis, tout va bien. Et tu arrives encore à écouter de la musique de manière récréative sans que ton oreille professionnelle prenne trop le dessus? Oui, sans problème, Alors après, je peux la mettre en route ou l'éteindre. C'est vraiment on-off. Et j'ai travaillé pour ça. Et je vais dans des concerts et des gens me demandent des feedbacks après. En général, je dis désolé, mais j'ai pas enclenché le mode critique. Je suis juste venu écouter pour me faire plaisir. J'ai vu que sur scène, vous aviez du plaisir et puis c'est tout ce qui m'importe. Mais après, j'aurais pu faire une analyse complète. Et il y a certaines pièces où j'ai un peu plus de peine à écouter maintenant de manière neutre. Juste plaisante. C'est souvent des pièces que j'ai dirigées. Et je me rappelle en fait les galères que j'ai eues dessus ou les résultats que j'ai pas pu obtenir. Il y a une pièce de concours que j'ai travaillé pendant 6 mois et puis à la fin on a fait un mauvais résultat. C'est quelque chose en général, je repense un peu au trauma de la pièce plus qu'à la pièce en fait. Et du coup j'ai un peu besoin de temps pour écouter ce genre d'œuvres et parfois c'est des chefs-d'œuvre donc ça fait un peu mal. Parce que t'as envie de te dire j'aimerais bien écouter cette magnifique pièce, puis après t'es là, t'as des frissons. Des syndromes post-traumatiques. Oui, c'est ça.
Mais ça reste rare. Ok. En général, je peux vraiment écouter tout et puis sans trop de prise de tête. Et Heureusement. t'écoutes quoi comme musique? Ouf. Tout. Alors là, oui, alors c'est un peu la réponse bateau quand on dit j'écoute un peu de tout. Oui. Ah, mais j'écoute vraiment un peu de tout. Ouais. J'essaie d'approfondir en fait à fond. Alors j'avais commencé avec le rock comme je t'ai dit, mais avant ça c'était la musique de film. Ça a toujours été. J'écoutais énormément de musique de film. J'essaie de creuser plus loin que Hans Zimmer et John Williams, Ouais. que j'adore. Mais il y en a Plein. à l'appel. Ouais, c'est impressionnant. Après le rock, j'ai passé plutôt sur le métal. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément maintenant. Donc ça c'est un répertoire que je creuse beaucoup. Je me rends un peu plus dans des festivals aussi. J'avais toujours voulu et maintenant j'ai sauté le pas. Donc ouais, j'adore ça, mais j'adore aussi le répertoire classique que je dirige, le répertoire avant, forcément, que je dirige depuis longtemps. J'adore le jazz, en fait. Je m'y connais pas encore énormément, mais plus j'approfondis, plus je trouve ça fantastique. Et pas du tout comme on peut le penser, juste pour fumer un cigare au coin du feu. C'est pas du tout ça. Je trouve que des fois il y a une énergie folle et puis un besoin de partage. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La musique électronique aussi. Je m'intéresse, que ce soit contemporaine ou mainstream. J'essaie aussi d'en faire un petit peu maintenant. Donc Ouais. ça me parle énormément. Et puis la musique contemporaine, donc le répertoire un tout petit peu plus expérimental. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Être à la pointe de ce répertoire aussi, d'essayer de le comprendre, parce qu'il peut aller très loin et des fois on est un peu perdu, même en tant que pro. Et donc ça, j'essaie vraiment de en fait pas perdre le fait que t'as un répertoire, t'as une connaissance un peu approfondie d'une partie du répertoire, mais ça veut pas dire que tu connais. Il faut continuer. Ouais. Tu connais jamais tout le répertoire. Alors dans tous les sens, j'essaye. Alors je pourrais pas, bien sûr, limite de temps veut que je peux pas aller dans tous les sens à fond, mais j'essaie vraiment. Et aussi là, j'ai eu la chance de pouvoir approfondir le répertoire des compositrices. Donc que ce soit pour la musique avant ou pour l'orchestre symphonique. Oui. Et là, il y a des noms, mais il y a une liste. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui recensait 250 compositrices à travers les derniers siècles. Et une liste de noms incroyables, vraiment fabuleux. Et je connaissais rien. Je connaissais 2-3 noms, oui, parce que j'avais déjà creusé un petit peu le sujet. Mais des pièces fantastiques qui ont 1000 streams sur YouTube et puis 500 sur Spotify quand il y a quelque chose sur Spotify. Donc c'est hallucinant. Ouais. Donc là en fait c'est aussi ça qui m'intéresse quand je commence à chercher plus loin et que je peux proposer au public et à mes musiciennes et musiciens Des nouvelles choses. et quelque chose de nouveau, novateur, et pas quelque chose qui est un peu edgy et puis qu'on a oublié parce que ça intéressait personne. Ouais. Vraiment des pièces de tout style, mais il y a des choses vraiment fantastiques là dehors, vraiment des hidden gems quoi, qui sont complètement laissés de côté. Malheureusement, dans le cas précis des compositrices, j'ai l'impression que la seul argument pour dire qu'elles ont été laissées de côté, c'était parce que c'était des femmes. Ouais. Bah, c'est vrai, quand on parle maintenant, on se dit que tous les compositeurs méga connus, c'est tous des hommes, quoi. Tous des hommes. Alors ça va un petit peu mieux. Ouais. C'est à la traîne, hein, Ouais. pour que les gens laissent un peu de place aux femmes, parce que les femmes ont toujours été là. Oui. Et pour qu'on leur mette aussi, les mette en valeur et puis qu'on leur fasse une publicité autant présente que chez les hommes, on est encore très loin. Ouais. Mais dans la musique de film, on commence à avoir quelques noms de compositrices qui sont autant célébrées que les hommes, et ça fait plaisir. Mais pour l'égalité, il faudra encore lutter. Encore bosser. Bon, c'est bien, le message est lancé en tout cas. Ça vous empêche pas d'aller vous renseigner sur les différentes compositrices. Il y en a une en particulier qui ressortirait, que tu as envie de partager? Moi, j'aime beaucoup Florence Price pour orchestre, qui était une compositrice afro-américaine. Et donc là, encore plus le défi de se faire connaître aux États-Unis. Et ses symphonies sont au niveau de n'importe quelle grande symphonie qu'on pourrait écouter aujourd'hui. Ok.
Est-ce que tu as eu des moments de doute quand même dans ton parcours à dire est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction là? Ah non, moi j'ai jamais eu aucun doute dans ma vie. Quelle chance, partage. Oh oui. Oui, des doutes tout le temps. Ouais. Il y a des remises en question chaque année. C'est vraiment après chaque quelques mois qui passent où tout va bien, il y a une crise qui arrive et puis souvent c'est lié à des ensembles qui ont des problèmes. C'est normal. La vie d'un ensemble, c'est comme la vie d'une famille. Oui. Il y a toujours des problèmes qui se créent et des fois c'est autour de rien et ça devient énorme. C'est comme une plaie qu'il aurait fallu un abcès qu'il aurait fallu crever. Ouais. Et puis, au lieu de ça, on a laissé s'enfler. Et puis, c'est toujours très compliqué. T'as les aspects sociaux, t'as les aspects musicaux. Le mélange de tout ça, c'est explosif. Et c'est vrai que j'essaie de faire au mieux, vraiment pour être là, présent pour les ensembles, mais c'est très compliqué. Question, ouais. Et tu aimerais voir évoluer quelque chose dans le domaine culturel, particulièrement musical en Suisse, qui change, ou tu te dis là non mais ça fait des siècles qu'il faudrait que ça bouge et ça bouge pas? C'est une bonne question. Merci. Pardon, je réfléchis. Je dirais que on a d'une part t'as des orchestres comme j'ai à Belp qui sont plutôt des orchestres symphoniques de gens plus âgés parce qu'ils aiment le répertoire un peu plus ancien. Après, tu trouves des orchestres similaires de jeunes qui font le même répertoire, qui sont très actifs. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on développe un peu plus. Ok. Des orchestres ultra actifs, pas seulement avec cette idée un peu vieillotte que la musique classique, c'est pas intéressant, c'est pas énergique, c'est pas actuel. Parce que certaines pièces ont pris la poussière, mais ça veut pas dire qu'on peut pas les dépoussiérer et puis en faire quelque chose d'incroyable. Je dirais qu'il y a un truc aussi, c'est que certains... Comment dire ? Il y a beaucoup d'orchestres qui sont un peu campés sur un certain répertoire et ils refusent un petit peu d'en sortir. C'est-à-dire que pour des jeunes compositrices, compositeurs, aujourd'hui, c'est dur de se faire jouer. On nous fait difficilement confiance et c'est sûr qu'au début de la carrière, tu as aussi des pièces moins peut-être pertinentes. Mais bon, c'est un début de carrière, c'est normal. Oui. Et là, c'est dur. Ouais, je trouverais chouette qu'il y ait des orchestres qui soient plus enclins à jouer de la musique de jeunes compositrices, jeunes compositeurs. Ça se fait beaucoup dans la musique avant. Ça, je dis pas. Je dirais que les brass bands, les harmonies, ils font un maximum. Mais du côté de l'orchestre symphonique, c'est bouché, je trouve. Très compliqué. Ouais. À un projet de temps en temps, les gens se ruent un petit peu dessus pour avoir une pièce jouée. Et sinon, c'est très, très fermé. Et en fait... ça revient à un problème un peu plus général où les castes musicales, si je peux les appeler comme ça, en Suisse, elles sont vraiment fermées. T'as le monde de la musique avant, qui fait des trucs folklore avec ils vont jouer dehors et ils font des petites marches avec bâton et machin. Enfin, ça, c'est l'image qu'on a, le costume aussi, enfin vraiment cet uniforme. Donc il y a cette image complètement fausse en fait, je trouve. Mais qu'elle a, c'est vrai qu'il y a une partie du répertoire comme ça. T'as les orchestres qui font leur truc dans leur coin, qu'on voit que dans le hall de concert, la halle de concert et qui jouent toujours ce même répertoire. Avant 1900, pas après, ou alors certains, mais c'est assez rare, ou alors musique de film parce que ça renoue un petit peu avec la tradition un peu plus en 19e siècle, romantique, en général. Et puis après, t'as la musique contemporaine qui navigue seule. Si tu t'y intéresses pas, tu n'entends jamais parler. C'est ça. C'est un peu aussi dur de s'y intéresser parce que c'est un peu plus expérimental. Donc il faut avoir aussi. On a moins l'habitude. Voilà, sûr. Mais on pourrait créer cette habitude. Et puis ça veut pas dire qu'il y a que de la musique étrange ou perchée. C'est loin pas le cas. Même s'il y en a. Et ça veut pas dire que c'est de la mauvaise musique pour autant. Mais du coup tous ces milieux et puis après on a la scène metal, rock, jazz, toutes ces micro-scènes ou underground. Ça travaille tout en séparé en fait. Aussi la scène rap. Chacun sa bulle. Voilà. Et c'est terriblement difficile bien sûr de lier les trucs. Mais je trouve qu'on pourrait avoir une meilleure communication et puis souder mais c'est peut-être utopique. Et puis je sais pas si ça amènerait après peut-être quelque chose vraiment
nouveau. Ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait créer des projets Un peu plus hétéroclite. collaboratifs, voilà, hétéroclite. Et puis renouveler un petit peu tout ça. Ouais. Parce que là, on a quand même la petite tendance à rentrer dans l'habitude. Puis être bien dans cette habitude. Ça, Ouais, je la trouve zone un de petit peu confort. dangereux. Ouais. Et moi aussi, le premier. Il faut toujours que je me relance. Et puis, il faut se faire peur et c'est difficile. Ouais. Et j'essaie un maximum. À mon niveau. Et si aujourd'hui, y a un jeune qui nous écoute et puis qui aimerait bien se lancer, mais qui n'ose pas parce que la peur de se lancer, pas forcément de soutien, parce que c'est vrai que c'est des domaines qui font peur aux adultes qui vont dire non mais est-ce que tu vas vraiment pouvoir payer tes factures avec ça ? Enfin, c'est un peu souvent la question qui ressort. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer mais qui n'ose pas ? Ça va être un peu cliché, mais je veux dire qu'il faut foncer. Il faut vraiment foncer. Après, il faut être conscient que ça exige quelques sacrifices et des souffrances. Il faut être honnête. Il faut vraiment en vouloir. Et continuer de se dire, ok, là j'ai fait tout ce que j'ai pu. On a pu arriver qu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, je peux diriger que ce genre de pièces parce que j'ai pas les musiciens, j'ai pas l'infrastructure, les soutiens. Mais ça, c'est normal. Il faut continuer. Pas perdre de vue les rêves qu'on avait au début, quand on a commencé. C'est vrai que moi j'ai encore ces rêves et je me dis des fois pourquoi ça vient pas, ça m'énerve. C'est vrai, tu vois. Ça fait c'est frustrant. Ça fait 10 ans que je dirige, c'est pas beaucoup, mais 10 ans à le faire factuellement, vraiment en pratique, c'est long. C'est long, C'est long et puis tu te dis maintenant je pourrais quand même avoir plus, mais en fait quand je regarde tout ce que j'ai déjà eu, j'ai eu beaucoup de chance. Et ça n'a pas été facile d'y arriver, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de belles choses. Et puis je me dis que du coup j'ai encore le temps pour arriver à ces rêves de diriger j'ai certaines pièces en tête, mais tu vois, de grandes symphonies, ou alors un grand projet un peu plus expérimental, ce genre de choses. Je crois qu'il faut prendre le temps. C'est souvent ce que j'ai remarqué. Moi je suis terrible pour ça. C'est que je repense un peu à ce que j'ai fait, puis je dis j'ai dirigé des petites fanfares et tout ça. Mais en fait, j'ai eu cette tendance à un moment donné et ça revient en fait périodiquement. Il faut que je fasse super attention à me dire je dois faire ça pour arriver au rêve. Mais en fait, je crois que chaque expérience, elle vaut la peine vraiment d'être vécue. De nouveau, c'est un peu cliché, mais je trouve que il faut croire au projet. Et puis tu peux tellement vite, aussi parce que j'en enchaîne tellement, te dire que tu fais ce petit projet parce que par exemple cette société fait son concert chaque année. Alors il faut faire un projet, puis ça leur fait plaisir. Mais après tu te dissocies un tout petit peu de ton rôle, de la société elle-même aussi, société de musique je dis. Et en fait je trouve ça vraiment dangereux de dire je le fais pour le faire. Pour me faire l'expérience ou de l'argent, c'est vraiment en général, je ne le pense pas du tout comme ça, mais de temps en temps, je prends un peu trop de distance peut-être. J'ai pris un peu trop de distance. En fait, en général, j'essaie de rester hyper actif et puis de m'empêcher absolument de penser comme ça. Tu sais, en disant on fait ce qu'on peut. Et du coup, on en reparle un peu j'en ai parlé avant, mais du coup, il faut que je trouve vraiment le curseur où le placer sur pas être trop exigeant. Parce qu'en fait, quand je me dis maintenant, il faut que je sois plus actif. Et parfois je suis trop exigeant avec des musiciens qui attendaient pas ça. Comme toi t'es exigeant vers toi-même en fait. Social peut-être. Alors ça c'est terriblement difficile. Il y a cette fameuse phrase que j'essaie d'appliquer qui est sois dur envers toi-même et bon envers les autres, ou indulgent envers les autres. Mais c'est pas toujours facile. Non. Non, parce que si on doit être dur avec nous-mêmes, pourquoi pas les autres? Mince, finalement. C'est clair. Mais après j'ai eu 2-3 dure réflexion avec moi-même pour trouver le juste milieu, parce que des fois j'étais trop distant et les gens disaient il s'en fout un peu de nous, je pense qu'il a d'autres projets plus intéressants. C'est un peu les gens qui disaient ça. Peut-être que je donnais cette impression, mais c'était pas ce que je pensais. En tout cas j'évitais de penser comme ça. Et puis dans l'autre inverse, c'était trop exigeant, puis les gens disent ils croient qu'on est qui, nous on est que tel ensemble et puis on fait tout ce qu'on peut. Donc le juste milieu, c'est toujours en dents de scie. Puis c'est pas le même partout quoi. Non, alors il faut toujours adapter, adapter et
Et en plus, il faut adapter non seulement à l'ensemble, mais à la personne en face. Et tu sais, quand tu connais pas encore bien les gens, tu sais pas exactement où placer ce fameux curseur. Mm-hmm. Et puis d'autres évoluent. T'as des gens qui évoluent puis qui prennent les choses différemment avec le temps. Ouais, faut vraiment faire attention. Moi, mon but, c'est pas non plus de laisser les gens. Et en général, s'ils sont là, venus après le boulot, souvent je dirige des musiciennes et musiciens amatrices, amateurs. C'est parce qu'ils avaient envie de passer un bon moment, mais envie de faire de la musique aussi. Donc il faut que toujours je me rappelle, les gens font un déplacement, moi je dois être au top, mais je dois pas leur faire vivre un enfer. Oui. Hein. Ok. Même si, parfois, je dois être honnête, t'as certains musiciens qui en retour te font vivre un enfer. Ouais, c'est ça. Ils se rendent pas compte souvent, mais pas de manière malveillante. Mm-hmm. J'ai rarement rencontré des musiciens malveillants. En fait, c'est aussi ça qu'on oublie de dire, c'est que la plupart du temps, tu rencontres quand même une majorité de gens super. Mm-hmm. Et tu parles souvent des personnes qui te posent problème, comme on parle en général dans les infos plutôt de ce qui va pas. Donald Trump, n'est-ce pas? Mon ami. Des gros connards, on en parle beaucoup. Ouais. Et puis désolé, là, complètement partial. Vas-y, lâche-toi. mais des gens, de tous les gens qui font bien les choses et qui se donnent à fond tous les jours dans leur vie, qui triment pour être bien, pour que leur famille soit bien, ça, on n'en parle pas. Ouais. C'est un peu aussi normal parce que tout va bien. Alors on se dit, voilà, tout va bien. Oui. On n'en parle pas. Et puis, je dois quand même dire, petit édito. Si tu seras cité après dans le New York Times. Que j'ai rencontré énormément de gens bien. Et un pourcentage beaucoup plus grand de gens incroyables. Mm-hmm. Que le contraire. Et en général, les gens que je dis, quand je mets le contraire, donc ces gens qui sont un peu plus compliqués, c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés dans la vie. Et puis, c'est pas vraiment... c'est plutôt qu'ils veulent s'investir aussi pour le bien de la société, mais ils le font pas peut-être de la manière la plus judicieuse. Mm-hmm. En général, c'est pas malveillant, quoi. C'est vraiment ça. Alors, tu l'as dit, tu aimes tout, donc ça va être très compliqué, je pense, cette question. Mais j'avais envie de te demander si tu as une pièce ou une chanson qui vraiment est la référence. La fameuse question. Une. Moi, allez, si t'en as deux, je veux bien, mais pas plus que deux. Moi, je déteste ce genre de questions. Ok. Non, mais parce que, en fait, à chaque fois qu'on me pose, parce qu'on m'a déjà posé ce genre de questions, et puis je dois répondre un truc. Quand je rentre chez moi, je suis là, mais pourquoi j'ai répondu ça? Et j'avais tellement d'autres possibilités, puis après je m'en veux tellement, alors que c'est débile parce que potentiellement les gens qui écoutent le podcast se disent il a répondu ça. Voilà, c'est ça. Oui, je pose pas la question. Si tu ne veux pas répondre, tu n'es pas obligé. Non, je veux pas juste overthink pendant 3 ans que j'ai répondu ça. Ouais. C'est difficile parce que pour chaque répertoire, j'aurais une pièce qui m'a marqué. Et s'il faut en choisir absolument une... c'est dur. Non, vas-y, dis ce que tu veux. Alors, tu peux en dire plusieurs. Si vraiment il fallait choisir une, je choisirais la 2e symphonie de Mahler. C'est vraiment l'œuvre qui peut-être me fait le plus vibrer. Ok. Le plus, et puis ça représente aussi un idéal d'orchestration. J'adore l'orchestration, j'adore le répertoire d'orchestre. Je trouve que c'est un sommet qu'on a atteint à ce moment-là. Même si ça a complètement été boudé jusque dans les années 60 où Bernstein s'est esquinté pour finalement rétablir ce répertoire. Et il a joué partout comme un fou. Du coup, ça n'a pas plu au début. Et j'aurais pu passer à côté de ça si j'étais né au moment où ça a été créé, cette symphonie. Oui. Mais c'est vraiment une pièce qui me parle. Il se passe tellement de choses dans cette symphonie. Et là, le final est juste... Voilà. C'est de la folie.
après, j'en ai plein d'autres, tu vois. Quand je dis ça, d'un coup, je dis, mais pourquoi j'ai pas ça, tu vois. Vas-y, lesquels autres alors? Je sais pas. Il y a beaucoup de pièces que j'adore dans le répertoire, mais il y a quelques milestones. Ouais. Donc, Stravinsky, je dirais, ça m'a toujours énormément parlé. J'en ai tellement en tête. C'est difficile à dire. Et puis après, il y a tout le reste du répertoire. Ouais. Finalement, dans le rock, le métal, des choses qui m'ont énormément marqué. Mais là, c'est plutôt aussi des trucs que j'ai écoutés quand j'étais ado ou enfant. C'est Nightwish typique. Ouais. Ça m'a énormément marqué. Je sais que ça divise un petit peu le public métal. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Il y a une chanson, en l'occurrence Ghost Love Score, que j'écoutais en boucle et que j'écoute encore aujourd'hui avec le même plaisir. Ça, c'est quand même assez rare, je trouve. Ouais. Que tu puisses écouter une œuvre sans te fatiguer ou même en découvrant des nouvelles choses à chaque fois qu'on écoute. Répertoire avant, j'ose encore. Oui, vas-y. Je pense que Music of the Spheres de Philip Spark, c'est une pièce qui m'a marqué. Ok. Vraiment, c'est une pièce qui existait de base pour Brass Band et qui a été adaptée pour Ensemble Avant, donc Harmonie. Et puis je l'écoutais beaucoup avec mon frangin aussi. Et c'est du répertoire qu'on a toujours rêvé jouer. Ouais, c'est vraiment des marques en fait, dans certaines périodes de ma vie, je dirais. Ouais, marque au fer rouge sur ces pièces. Et ça me reste tatoué vraiment sur le cœur. Oh, c'est beau. Ouais, tu vois, fais des métaphores filées. Mais là, du coup, j'en ai oublié sûrement des millions. Voilà, mais ne t'en veux pas, parce que c'est pas grave. Okay. Là, t'as déjà partagé plein de choses, certainement que... Voilà, c'est ça. Puis on rajoutera au fur et à mesure dans la liste de la description du podcast. Vous verrez, chaque semaine, revenez. Il y aura potentiellement de nouvelles pièces à découvrir. Bon, et pour terminer, question traditionnelle dans ce podcast, comment est-ce que tu manges tes pancakes si t'en manges, si t'aimes ça? Rien à voir, hein, on part dans un tout autre... On redescend en philosophie, là. Écoute, tu sais, toi, t'en fais la pâte avec les biscuits. Des spéculoos. Les spéculoos, la pâte, avec ça dessus. Ah oui. Ah ouais. Je suis fan de cette... D'ailleurs, on a bientôt fini le POC que tu nous avais fait. Faut que je refasse. D'accord, je note. Non, tu couperas ça. Non. Assume. Je te ferai de la pâte de spéculoos. En tout cas, je te remercie beaucoup merci à toi pour ce moment, c'était cool. Oui, super. Et puis je mettrai donc dans la description le lien vers ton site aureliendarbelay.com. Magnifique site. On retrouve toutes tes pièces d'ailleurs si vous voulez aller les écouter, comme ça vous pourrez découvrir l'univers d'Aurélien. Et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation, c'était top. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi, il y a un nouvel invité chaque semaine.